que pendant que j'étais dans le maquis de Laurent Désiré Kabila, il y avait 700, à peu près, plus de 700 combattants rwandais qui étaient dans le maquis. On peut se poser la question, qui étaient ces combattants rwandais qui travaillaient avec Laurent Désiré Kabila? Comment sont-ils arrivés là-bas? D'où venaient-ils? Donc, on sait que lorsque le 5 mai 1965, lorsque les Simba libèrent Occupent Uvira, la localité d'Uvira, l'un des dirigeants de cette attaque, il s'appelle un révolutionnaire aussi de l'Est, qui travaille avec Laurent Désiré Kabila, il s'appelle Antoine Marandura. Lorsque Marandura libère Uvira, il y a une délégation de 30 combattants rwandais qui sont venus voir les Maï Maï, donc les Simba à l'Est. La délégation était dirigée par son président qui s'appelle François Roukeba. Ils étaient membres d'une organisation rwandaise qui s'appelle UNAR, Union nationale rwandaise. Donc ils arrivent à l'Est là-bas. L'UNAR, c'est une organisation qui a été créée dans les années 50 au Rwanda, qui combattait justement la colonisation. C'était une organisation très très sérieuse puisqu'ils avaient bénéficié quand même du soutien à l'époque de l'URSS et de la Chine populaire. Lorsqu'ils sont partis en exil, donc ces Rwandais de l'UNAR, ils partent en exil. Pourquoi? On a vu, on verra peut-être dans d'autres épisodes, il y a eu des massacres au Rwanda à partir de 1959, ce qu'on appelle la révolution Hutu. Les Hutus ont renversé le régime qui était là-bas, qui était dirigé par les Tutsis. Oui. Donc il y a eu beaucoup de massacres des Tutsis et ces troubles-là ont duré de 1959 en 62. Donc beaucoup de Tutsis sont partis en exil. Ils sont partis en exil. On a vu, peut-être qu'on le verra après, il y a un groupe de réfugiés qui ont fui, Rwandais, Tutsis rwandais, qui ont fui le Rwanda en 1959 pour aller se réfugier en Ouganda. Leurs enfants vont revenir en 1994 en créant une formation politique qu'on appelle Front Patriotique Rwandais. C'est le groupe FPR, c'est le groupe de Kagame et de James Kabarebe. Oui. Kagame a fui avec ses parents en 1959, il avait 3 ans. Donc ça c'est le groupe. Mais il y a un groupe aussi qui est venu au Congo, donc les Roukeba. Oui. Les François Roukeba, entre 1961 et 1966, ils vont lancer 10 attaques contre les Rwandais pour libérer les Rwandais, mais à chaque fois, ils échouent. Alors, ils vont décider de changer de stratégie. Ils vont adopter une stratégie, je pense, avec, disons, 4 points. Le premier point, il dit, nous allons faire une alliance avec les révolutionnaires congolais. Il faut qu'on fasse une alliance. On ne peut pas continuer comme ça à se battre seul. Les Congolais du CNL, hein, oui. CNL Est. Donc, Laurent Désiré Kabila et ses camarades. Ses camarades Soumialo et... Exactement. Non, les Soumialo, là, ils sont déjà partis. C'est Laurent Désiré Kabila maintenant qui est resté avec les Marandura. Voilà. De l'Est, oui. Et, deuxième point de la stratégie, nous allons aider les Congolais à libérer leur pays. Hein, nous allons nous battre avec eux au Congo pour qu'ils libèrent le Congo. Troisièmement, lorsqu'ils auront libéré le Congo, nous allons nous servir du Congo comme base arrière. Pour libérer le Rwanda. Pour libérer le Rwanda. Et quatrième point, nous allons maintenant nous appuyer sur l'armée congolaise qui sera maintenant au pouvoir. Oui. L'armée congolaise va nous soutenir pour libérer le Rwanda. Et les accords existent. Ils ont signé des accords au mois de mai 1965. Je cite, hein, oui. Combattre ensemble les gouvernements fantoches et impopulaires de Joseph Kasavubu et Grégoire Kayibanda. Pourquoi Joseph Kasavubu? On vient de voir, l'accord est signé au mois de mai 1965. Joseph Kasavubu est encore au pouvoir. Oui, c'est en novembre que Mobutu l'a renversé. Exactement. Oui. Et Kayibanda était président au Rwanda. Exactement. Oui. Donc c'est ainsi que beaucoup de combattants Tutsis rwandais vont opérer aux côtés de Laurent Désiré Kabila à l'est du pays, essentiellement au sud Kivu. Mais cette présence massive des combattants rwandais va quand même poser un problème à la population. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque les Simba sont chassés des centres urbains, on a parlé d'Uvira, après ils seront chassés, l'ANC va les chasser d'Uvira. Donc les centres urbains qu'ils occupaient, ils vont s'enfuir. Ils vont aller maintenant dans les montagnes. Mais pour vivre dans la brousse, dans la savane, là-bas, il faut manger. Alors qu'est-ce que les Simba vont commencer à faire? Ils vont aller commencer à voler des vaches d'une communauté des éleveurs congolais qui habitent sur des collines. La colline s'appelle Moulenge. Ces éleveurs congolais vont commencer à se défendre
contre les Maï Maï, contre les Simba. Mobutu à Kinshasa, on est dans les années 66-67. Oui. Mobutu à Kinshasa va apprendre qu'il y a une tribu qui se bat avec les rebelles. Et vous connaissez la stratégie, oui. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mon ami. Mobutu va commencer à envoyer des armes à cette communauté-là. Donc, maintenant, il va se poser un problème dans la population. Comment distinguer les Tutsis qui sont avec les Simba et les Tutsis qui combattent les Simba? Parce qu'il est essentiel dans une guerre de bien distinguer l'ennemi et l'ami. Et l'allié. Exactement. C'est ainsi que la population va créer dans les concepts de Banyamulenge dans les années 66-67. Banyamulenge, ça veut dire quoi? En Swahili, ça veut tout simplement dire les gens de Mulenge, ceux de Mulenge, Batuya Mulenge. En Swahili, on dit Banyamulenge. Donc voilà l'origine du terme Banyamulenge, parce que beaucoup de gens disent, mais à l'époque coloniale, les concepts Banyamulenge n'existaient pas. Voilà dans quel contexte ce nom est apparu. Et même, puisque les Banyamulenge ont des positions qui sont en déphasage avec la position de la plupart des tribus qui sont avec eux. Quelles sont les tribus qui sont là-bas? C'est les Babembe, les Bafulero, les Bavira. Donc ces gens-là soutiennent les rebelles, puisque Laurent Désiré Kabila est avec, il a des leaders locaux, entre autres Sikatenda, entre autres Loïcha. Donc la population, les membres de ces tribus-là soutiennent Laurent Désiré Kabila et sa guerre. Les Banyamulenge maintenant sont en déphasage et ils sont avec le gouvernement de Kinshasa. C'est ainsi que ça va les isoler, ils seront marginalisés. Pour pouvoir les sécuriser, une partie de cette communauté des Banyamulenge va être déplacée par Mobutu. Il va leur faciliter les déplacements vers le Katanga, vers Moba. Ils étaient installés là-bas. Au Katanga, on les appelle les Banyaviura, parce qu'ils habitent un plateau qu'on appelle le plateau de Viura. Donc c'est ça, les Banyaviura. Une petite parenthèse, ce qui explique aussi le fait que l'ancien vice-président Rouberois a étudié à Kalemi. Il a étudié à Kalemi justement parce qu'il a suivi un cousin qui était parmi les Banyavura qu'on avait déplacés à cette époque. Donc on referme cette petite parenthèse des gens de l'Est. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour les maréchals, dans le souci d'avoir un instrument politique, d'encadrement pour capable d'encadrer la population, le 20 mai 1967, le président Mobutu va créer son parti politique qu'il va appeler le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution. La même année, exactement le 24 décembre 1967, Laurent Désiré Kabila va aussi créer son propre parti qui va appeler PRP, Parti de la Révolution populaire. Donc le 24 décembre, Nairobi, à Nairobi Kenya, oui. et Kenya, oui. Laurent Désiré Kabila va créer. Peut-être à ce stade ici, une petite leçon qu'on peut retenir de la politique. Il y a une leçon importante en politique qu'il faut retenir. En politique, je parle de la politique des États. Oui. En politique, il n'y a pas d'ennemis éternels, il n'y a que des intérêts permanents. On a vu qu'en 1900, dans les années 60, Laurent Désiré Kabila se bat avec les Banyamulenge, les Banyamulenge qui bénéficient du soutien de Mobutu. En 1996, Laurent Désiré Kabila va être allié avec les Banyamulenge contre le maréchal Mobutu. Donc on referme cette parenthèse, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc voilà, on a fini avec notre deuxième chapitre. On peut entamer maintenant le troisième chapitre qui est consacré maintenant aux dernières tentatives de Mobutu, bien entendu, enfin de Moïse Tshombe pour pouvoir... On a vu qu'après le coup d'État, le lendemain du coup d'État, Moïse Tshombe avait accordé une interview où il soutenait le coup d'État. Oui. Parce qu'il était convaincu que Mobutu avait fait le coup d'État en sa faveur. Parce qu'il avait la majorité au Parlement, c'était l'homme le plus populaire du Congo en 1965. Après, lorsque Mobutu va faire la déclaration comme quoi les hauts commandements prenaient le pouvoir pour 5 ans, il a compris qu'on s'est moqué de lui. Donc, il va décider de partir. Exactement. Il va décider de partir en exil. Et lorsqu'il part en exil... Là, il va en Espagne. Il va en Espagne. Mais Mobutu forme son gouvernement. Mobutu va récupérer des cadres du parti de l'opposition qui s'appelait FDC, qui était parti minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, dans son gouvernement, vous avez des cadres de Front
démocratique congolais, FDC, qui sont là-bas. Vous avez Nendaka, et membre du gouvernement, on l'a vu, Bomboko, Mungulu Diaka. Mungulu Diaka entre au gouvernement pour la province du Kwilu. Pourquoi? Parce que celui qui était proposé pour occuper ce poste-là, c'était Cléophas Kamitato. Mais les chancelleries occidentales vont faire pression sur Mobutu. Ils considèrent que Kamitato, c'est un communiste. Il ne peut pas entrer dans les gouvernements. C'est ainsi que Mungulu Diaka va prendre la place de Kamitato dans les premiers gouvernements de Mobutu. Là, on a vu, ce sont les cadres FDC. Oui. Mais il y avait aussi les cadres CONACO, de la plateforme de Tchombe. Oui. CONACO qui vont accepter d'entrer dans ces gouvernements. Quelques cadres CONACO, donc des Tchombe qui ont accepté de travailler avec Mobutu. Vous avez Etienne Tshisekedi, on l'a vu la dernière fois, c'était un député CONACO de Tchombe. Et vous avez Victor Kande, Singa Uju, et vous avez Chishimbi. Voilà les quelques cadres qui acceptent de travailler avec Mobutu. Mais dans son exil, Tchombe ne va pas se croiser les bras. Il va initier trois tentatives d'opération pour pouvoir récupérer les pouvoirs par la force contre Mobutu. Des tentatives militaires alors? Exactement. La première tentative, c'est ce qu'on peut appeler opération Elisabethville. C'est quoi opération Elisabethville? Donc, cette opération consistait à quelques points. Le premier point, il faut recruter des mercenaires en Afrique du Sud, en France et en Belgique. D'ailleurs, en France, la DST, leur service de sécurité, un peu l'ANER, hein, oui. L'ANER des Français, ça s'appelle DST. Ils sont allés arrêter un groupe de 30 mercenaires dans une ferme en Ardèche, en France, qui était en 1966. Ils étaient en train de s'entraîner pour le compte de Tchombe. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Non, nous, on nous a recrutés. Donc, ils ont été arrêtés, des mercenaires que Tchombe avait recrutés. Donc, première opération, il faut recruter les mercenaires. Deuxième opération, il faut aller récupérer une partie des Diabos, ces militaires, les ex-gendarmes Katanga, qui étaient restés en Angola. Troisième, prendre les mercenaires et les Diabos, venir les parachuter sur Lubumbashi. On les parachute sur Lubumbashi, ils vont occuper les points stratégiques de la ville. Et quatrième point de la stratégie, Moïse Tchombe lui-même, à partir d'Espagne, il va venir atterrir à Lubumbashi. Et là, à la radio, il va annoncer que c'est lui le premier ministre légal du Congo, comme Gizenga avait fait. Gizenga, lorsqu'il est allé à Kisangani, il a dit il est le chef du gouvernement légal du Congo. Oui. Donc, Tchombe devait arriver là-bas et proclamer. Et à partir de Lubumbashi, ils allaient relancer les opérations militaires contre le régime de Mobutu. Mais malheureusement pour Moïse Tchombe, ses propres mercenaires qui avaient travaillé longtemps avec Mobutu sont devenus ses amis. Donc, deux de ces mercenaires en particulier vont aller tout raconter à Mobutu. Il dit, voilà les plans qu'on a montés avec Tchombe. Qui sont ces mercenaires? C'est Mike Ouara, on a vu les Sud-Africains, et Bob Denard. Bob Denard, ils vont révéler à Mobutu. Donc, l'opération Elisabethville va être un échec, ne va pas avoir lieu. Deuxième opération. Deuxième opération, c'est ce qu'on appelle la révolte du régiment Baka. Oui. On est en 66. Le régiment Baka, on a vu qu'en 1964, Tchombe a récupéré ses ex-gendarmes katangais qui étaient en Angola, qui travaillaient avec les Portugais. Il les a amenés, intégrés dans l'ANC pour pouvoir combattre les rébellions de l'Est et même de l'Ouest. Donc, le régiment Baka, c'est l'un de ces bataillons des Diabos qu'on a intégré. Mais malheureusement, cette erreur, on continue même à les répéter, même dans les années, il n'y a pas très longtemps, on a continué à répéter cette erreur. Lorsque vous intégrez des militaires extérieurs à l'armée, que ce soit des mutins ou d'autres, on ne les intègre pas de manière homogène. Mais les Diabos sont intégrés dans l'ANC tels qu'ils étaient, avec leurs propres commandants et leurs propres conseillers militaires, qu'on appelait les mercenaires, on les appelait les conseillers. Donc, dans l'ANC, on a 4 bataillons, 4 unités, composées uniquement des Diabos, avec leurs propres commandants. C'est le 11e commando, 12e commando, 13e commando et 14e commando. Donc, le régiment Baka, justement, fait partie de ces unités-là. Maintenant, ce qui va se passer,
Comme ces gens-là étaient des fidèles de Moïse Tshombe, ils n'ont pas apprécié la défenestration de Moïse Tshombe par Kassavubu et par le coup d'État de Mobutu. Donc, ils vont décider de se révolter en justifiant leurs actions, en donnant deux raisons. Oui. Première raison, ils dénoncent les injustices. Il dit, on a remarqué, c'est lorsque, dans les endroits les plus chauds, c'est nous les Katangais qu'on envoie pour pacifier le pays, on s'est fait tuer pour la République. Ça, c'est injuste. Et puis même dans les traitements, il dit, il y a de la discrimination entre nous et les militaires de Kitona, hein, les autres militaires de l'ANC. Tout à fait. Deuxième raison qui justifie les révoltes, il dit c'est des irrégularités dans la paye des soldes. Il dit ça n'arrive pas régulièrement. En réalité, les gens avaient compris, au-delà de ces revendications qui pouvaient être légitimes, il y avait une motivation politique. Donc, au moins le 16 juillet 1966, il y a une tentative de mutinerie de Diabos à Bukavu, mais heureusement, ce n'est pas allé loin. Les choses sont rentrées rapidement dans l'ordre. Mais la mutinerie la plus importante va avoir lieu dans la province orientale. On voit bien que cette mutinerie avait été bien préparée par le commandant du régiment Baka qui s'appelait colonel Chipola. Colonel Chipola, à partir du mois de juin 1966, il va commencer à faire venir les unités de Diabos qui étaient déployées dans la province orientale. Oui. Donc, ils viennent à Kisangani. Mais à Kisangani, il n'y avait pas que les Diabos dans la province orientale. Il y avait aussi la 6e brigade des commandos étrangers. C'était la brigade de Bob Denard. Hein, des mercenaires. Le mercenaire Bob Denard. Exactement. Oui. Et puis, il y avait aussi le 3e groupement de l'ANC, ce qu'on appelle les régions militaires aujourd'hui. À l'époque, c'était le 3e groupement. Dans la province orientale, il y avait 2 bataillons du 3e groupement, la région militaire, oui, qui était dirigée par le colonel-major Tchachi, qui deviendra colonel après, en remplacement du général Moulamba. Colonel Moulamba, qui était le commandant du 3e groupement, on a vu Moulamba est devenu premier ministre de Mobutu. Mobutu a envoyé Tchachi pour aller le remplacer à Kisangani. Donc Tchachi commande 2 bataillons de l'ANC. Oui. Mais on sent que Kinshasa s'est douté de quelque chose. Parce que quelques jours avant la mutinerie, Kinshasa va envoyer un 3e bataillon en renfort à Kisangani. Donc il y a un 3e bataillon. Il s'est fait que Tchachi a maintenant 3 bataillons à sa disposition. Tout à fait. Et puis les choses sérieuses vont commencer le 23 juillet. Le 23 juillet, la mutinerie va commencer à Kisangani, de Chipola et le régiment Baka. Le colonel Tchachi va traverser sur la rive gauche. Tchachi va lancer une attaque, un assaut contre le QG de Chipola. Il va lancer, il dit, je dois neutraliser Chipola avant que les choses ne prennent de l'ampleur. Malheureusement, le 23 juillet 1966, lorsque Tchachi lance cette attaque, le colonel Tchachi est tué. Est tué par les hommes de Chipola. Et les hommes, les Diabos du régiment Baka vont prendre le contrôle de Kisangani. Ils prennent le contrôle de Kisangani, ils vont même aller à l'intérieur, ils vont prendre Bafasende, ils vont aller à Buta, donc ils contrôlent. Ils contrôlent l'affaire. Et puis, lorsqu'ils contrôlent Kisangani, l'ANC après, pendant quelques jours, ils contrôlent, l'ANC va réagir en faisant entrer, en lançant dans la bataille, la brigade de Bob Denard. Ils disent à Bob Denard, puisque l'ANC ne s'en est pas sorti, oui, Bob Denard s'est d'attaquer. Donc, Bob Denard va lancer une contre-offensive contre le régiment Baka. C'est ainsi que le 25 septembre 1966, le régiment Baka va être obligé de quitter Kisangani. Il quitte Kisangani, il commence à descendre vers le sud, donc vers la route de Maniema. Lorsqu'ils arrivent au Maniema, là aussi, il y a un roitelet. Un grand roi qui règne sur le Maniema, il s'appelle le major Jean Scram. C'est Scram qui avait libéré le Maniema lors de la guerre de... On l'a vu, oui. On l'a vu, 64 contre les Simba. Donc, oui, c'est Jean Scram qui règne sur le Maniema. Oui. Jean Scram va accueillir le régiment Baka avec Chipola. Il les accueille et puis Jean Scram entre en contact avec le commandant en chef de l'ANC. À l'époque, c'est le général Bobozo. Il va plaider la cause des gendarmes katangais. Oui.
du régiment Baka. Baka, ouais. Il dit, voilà mon général, je pense que ces jeunes hommes sont fatigués de l'armée. Moi, ce que je vous propose, on peut les désarmer et ils ne demandent qu'une chose, rentrer chez eux à Katanga, reprendre la vie civile. Le 10 octobre 1966, le général Bobozo lui-même va arriver à Kindu. Il va rassurer les régiments Baka, les Diabos. Oui, les Diabos. Il dit, voilà, j'ai compris, le major Scram m'a expliqué votre préoccupation, il n'y a pas de problème, je vous donne ma parole d'officier, déposez vos armes, je vais vous donner un cortège qui va vous accompagner jusque chez vous dans les Katanga, il n'y aura pas de problème. Les régiments Baka vont déposer les armes, et lorsqu'ils vont déposer les armes, les militaires de l'ANC, sur ordre de Bobozo, vont les massacrer tous. Donc le régiment Baka va être tué, exterminé au Maniema, sur l'ordre de Bobozo, alors qu'il avait donné sa parole d'officier. Le colonel Chipola va être amené à Kinshasa, où il sera aussi tué ici, au camp Kokolo. Et je profite de cette occasion parce que moi j'étais convaincu que Chipola aussi avait été tué dans les Maniema, oui. Mais l'un de nos téléspectateurs m'a appelé pour me dire non, Chipola n'avait pas été tué sur place, oui. Chipola a été tué ici à Kinshasa. Oui, j'ai vu son SMS, oui. Voilà, donc c'est pour ça que nous demandons à tous nos téléspectateurs, oui. C'est l'histoire du pays. Oui. Nous sommes en train de raconter, il se peut que on soit dans l'erreur, on se trompe, vous pouvez envoyer des critiques, des remarques, des enrichissements. C'est grâce à vos interventions que nous pourrons améliorer l'ouvrage qui est en cours de rédaction que les téléspectateurs demandent. Donc n'hésitez pas, oui. Nous ne sommes pas des historiens professionnels, on essaie de se débrouiller. Si vous avez des remarques, des critiques, n'hésitez pas à nous les envoyer. Exact. Donc je referme cette parenthèse. Oui. Voilà comment les bataillons Baka a été exterminé. Au Maniema. Maintenant, nous allons voir le dernier chapitre de cette émission, c'est ce qu'on avait annoncé, la guerre des gens Scram. D'où vient la guerre des gens Scram? Jean Scram, on l'avait vu, ce n'est pas un mercenaire ordinaire, c'est un garçon, fils d'un colon belge, qui avait des plantations au Katanga. Lorsque la sécession a commencé, il a considéré que Tshombe avait raison, qu'il fallait sauver le Congo. C'est comme ça qu'il est entré dans la sécession, mais dans l'idée de sauver le Congo dans son ensemble. Donc il s'est lancé après dans cette carrière militaire, mais ce n'est pas un mercenaire comme les Bob Denard, comme les Makowara. Ils sont des professionnels. C'était des professionnels. Donc on a vu Jean Scram règne, hein, c'est vraiment le roi au Maniema. Il est là-bas, mais Jean Scram, en 1967, va devenir un problème politique et sécuritaire pour le régime de Mobutu. Pourquoi? Premièrement, il devient trop puissant avec son bataillon Léopard. Oui. Donc, il est là, tout le monde a peur de Jean Scram parce qu'il a des combattants aguerris, ils ont démontré leurs épreuves devant les Simba. Si. Donc, c'est vraiment des vrais, c'est des Congolais, hein, que Jean Scram, les fameux bataillons Léopard. On dit que Jean Scram devient trop puissant. Lorsque vous avez un allié qui devient trop puissant, parfois, ça devient inquiétant. Exactement. Deuxième élément, Kinshasa n'a pas digéré sa complaisance, sinon sa complicité vis-à-vis du régiment Baka. On a vu, c'est lui qui les a accueillis au Maniema. En proposant qu'on les désarme, qu'on les réintègre. Il a plaidé leur cause. Oui. Kinshasa a considéré que Jean Scram avait été trop complaisant avec le régiment Baka. Bon, j'ai oublié de dire aussi que les mercenaires qui encadraient le régiment Baka, même les mercenaires avaient été tués. Lorsqu'on a tué le régiment Baka, les mercenaires aussi avaient été tués. On considère que Jean Scram n'était pas très net frangé dans cette affaire. Oui. Troisième élément qui va mettre en difficulté Jean Scram, Kinshasa considère que les idées politiques de Jean Scram ne vont pas dans la même direction que les idées de Kinshasa. Pourquoi? Tous les matins, au Maniema là-bas, Jean Scram, lorsqu'il fait monter les drapeaux, il ne fait pas monter les drapeaux de la RDC, hein, notre drapeau là. Oui. Il fait monter les drapeaux du Katanga, la sécession katangaise. On est en 1967. La sécession est terminée depuis 63. Oui. Donc, et puis lui-même, Jean Scram a écrit des livres, il témoigne. Il dit, voilà, moi je faisais monter ces couleurs-là, j'ai détesté
les couleurs, les drapeaux de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Il dit avec son étoile jaune là. Ça me rappelait un peu trop les idées communistes. Hein. Oui. C'était à la soviétique, quoi. Oui. Donc, il dit, je n'étais pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je faisais monter mes propres couleurs de la sécession katangaise. Donc, Kinshasa va prendre une décision. Kinshasa va décider de dissoudre l'unité des gens Scram. Il dit, voilà, comme c'est une unité homogène, il dit, on va dissoudre pas seulement les bataillons Léopard. Kinshasa décide aussi de dissoudre la brigade des commandos étrangers de Bob Denard. Il dit, on va prendre tous ces éléments-là, on va les disperser dans les autres unités de l'ANC. Mais cette décision-là de dissoudre l'unité, le bataillon Léopard, va faire peur à Jean Scram. Jean Scram va se dire ceci. En fait, c'est une stratégie de Mobutu, de m'affaiblir. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va dissoudre mon unité? Je serai faible. À ce moment-là, il va m'attraper, je finirai comme Chipola ou les autres mercenaires. Oui. Mobutu veut m'affaiblir pour me tuer. Donc, dans cette situation, je n'ai pas le choix, je dois attaquer le premier. Donc, lorsqu'il est dans ces idées-là, il dit qu'il doit attaquer le premier. Il habitait Yumbi, hein, une localité du Maniema. Jean Scram va recevoir des émissaires de Moïse Tshombe. Ils vont venir le voir, ils parlent avec lui. N'oublions pas que Moïse Tshombe et Jean Scram étaient un mercenaire de Moïse Tshombe dans la sécession katangaise. Donc ils se connaissaient bien. Oui. Même lorsqu'il est à Yumbi là-bas, Moïse Tshombe lui envoie une lettre où il le nomme, hein, il l'appelle colonel. C'est comme ça qu'il est devenu colonel Jean Scram. Donc, il est là-bas, on lui explique. Il dit, on connaît ton problème. Mobutu veut te tuer. Dès qu'il aura dispersé tes unités là, il va t'attraper, tu vas mourir. Donc, il faut faire quelque chose. Voilà ce que Tshombe te promet. Tshombe te promet de t'envoyer des renforts, des mercenaires qui vont venir d'Afrique du Sud et de Rhodésie. Donc, voilà, tu peux préparer l'opération, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, Bob Denard, qui était l'ami de Mobutu, s'est réconcilié de manière intelligente avec Tshombe. En fait, c'était pour mieux l'abattre. Oui. Il va se réconcilier avec Tshombe, on les met dans les deals, dans l'affaire. Oui. On charge Bob Denard, c'est Bob Denard qui va être chargé d'aller recruter les mercenaires en Afrique du Sud et en Rhodésie, au Zimbabwe. Oui. Donc, il va aller là-bas et puis Jean Scram va confectionner un plan. Il va confectionner un plan avec 3 points. Le premier point, c'est que les bataillons Léopard vont attaquer le même jour et libérer le même jour Kisangani, Kindu, Bukavu. Lorsqu'il aura libéré ces 3 villes, lorsqu'il libère Kisangani, en même temps, Moïse Tshombe décolle de l'Espagne pour venir à Kisangani. Hein, l'opération qui avait échoué là à Lubumbashi. On dit on va faire ça maintenant à Kisangani. Bon, on aborde des chapitres de Tshombe pour finir sur ce point-là. Donc, lorsque le 5 juillet 1967, Jean Scram lance l'opération, il entre dans Kisangani, il libère Kisangani. On attend maintenant l'arrivée du président. Oui. Moïse Tshombe, qui était dans l'avion en provenance de l'Espagne, et là il y a 2 versions, soit un Français qui était dans l'avion qui va obliger les pilotes à atterrir en Algérie, ou il y a une autre version qui nous dit en réalité les avions de chasse algériens vont décoller pour prendre l'avion de Moïse Tshombe. Il donne le message, vous devez atterrir ici. Si vous n'atterrissez pas, on va tirer. Abattre, oui. C'est comme ça que Tshombe va être arrêté en Algérie. Il atterrit en Algérie, on le met en prison. Tshombe entre en prison, et puis à ce moment-là, lorsqu'il est en prison, Kinshasa va demander son extradition. Il dit non, Mobutu demande au président algérien, à l'époque c'est Boumedienne. Oui. Il demande à Boumedienne, voilà, il faut m'envoyer Tshombe. Boumedienne va refuser, alors que la Cour suprême de l'Algérie avait donné un avis favorable. Il dit non, c'est un État souverain qui a besoin de son sujet, vous pouvez l'envoyer. Boumedienne va refuser, alors que dans un premier temps, Boumedienne voulait extrader Tshombe. En échange de quoi?
Boumedienne a proposé à Mobutu, il dit voilà, tu cherches ton ennemi là, je l'ai ici. Moi, je peux te l'envoyer à condition que la RDC rompe ses relations diplomatiques avec Israël. Donc, c'était ça la proposition de Boumedienne. Si tu veux Tchombe, tu arrêtes la coopération avec Israël. Avec Israël, oui. Bon, ça ne s'est pas fait parce que le président français, Charles de Gaulle, est intervenu en personne pour dissuader Boumedienne d'envoyer Tchombe au Congo. Et il dit, si tu envoies Tchombe au Congo, on va les tuer comme Lumumba a été tué. Donc, il ne faut pas l'envoyer. C'est comme ça que Tchombe va rester en prison en Algérie pendant 2 ans. Et Tchombe va mourir en Algérie en prison le 30 juin 1969. D'après ses médecins, il a fait une crise cardiaque. D'après d'autres historiens, Tchombe avait été assassiné ce jour-là, le jour de l'indépendance. Et il avait 48 ans. 48. Tchombe est mort le 30 juin 1969 en Algérie, à l'âge de 48 ans. Et, ironie de l'histoire, Tchombe est mort 3 mois après la mort de Kasavubu. Kasavubu est mort en 1969 à l'âge de 52 ans. Il est mort d'un cancer. Donc, je referme cette parenthèse. Exact. On revient à notre ami Moïse Jean Scram. Jean Scram, oui. Donc, Jean Scram, lorsqu'il libère Kisangani, on attend le président. N'arrive pas à atterrir. Le président n'arrive pas. Il va atterrir en Algérie. Exactement. Il est arrêté en Algérie. Oui. Et puis là, Jean Scram va tenir quelques jours à Kisangani, mais là, l'ANC va lancer des assauts. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 autres villes? Parce que le plan était pour la libération concomitante de... Il a libéré aussi. Les éléments du bataillon Bac et du bataillon Léopard ont libéré Kindu. Oui. Et ils ont libéré aussi Bukavu. Oui. Mais à Bukavu, ils ont été chassés après. Ils n'ont pas tenu longtemps. Ceux qui ont libéré Kindu, ils vont être encerclés par l'ANC et massacrés. Donc les éléments de Jean Scram vont être massacrés à Kindu. Et lui, à Kisangani, il apprend qu'on a massacré, tu ne peux plus retourner à Kindu puisqu'on a massacré tes hommes. Il décide maintenant de quitter Kisangani. Lorsqu'il quitte Kisangani, il se dirige vers Bukavu. Et il va encore reprendre Bukavu pour une 2e fois. Lorsqu'il libère Bukavu, et Jean Scram entre dans Bukavu, il va entrer dans Bukavu le 9 août 1967. Il libère Bukavu, il entre. Même là, ironie, pas ironie de l'histoire, mais ce sont les contradictions de notre histoire congolaise. Oui. Jean Scram libère Bukavu avec le soutien de certains Simba qu'il avait combattus. Oui. Comme les Simba maintenant sont contre Mobutu. Jean Scram est contre Mobutu. Il en fait ses alliés. Exactement. Donc ils vont libérer Bukavu le 9 août 1967. Et le 10 août, maintenant, puisque Tchombe est arrêté, le mouvement n'a plus de leader. Oui. Il y a un jeune officier congolais, un jeune Katangais, qui s'appelait le colonel Munga. Le colonel Munga va se proclamer un ancien de l'école royale militaire de Belgique. Munga va se proclamer chef d'un gouvernement de salut public à Bukavu. Et le 10 août, il va faire une déclaration. Juste un extrait de sa déclaration. Munga va dire ceci. Il dit: un homme au pouvoir tyrannique essaye de régner sur le Congo. L'ancien sergent-chef Mobutu. À partir d'aujourd'hui, cet homme est déclaré traître de sa patrie. Donc, voilà ce qui se passe à Bukavu. Mais lorsqu'ils sont à Bukavu, l'ANC relance encore les attaques. Il y a des bombardements des T-28, les avions là. Oui. Des T-28 qui n'arrêtent pas de bombarder Bukavu, qui n'arrêtent pas de bombarder. Jean Scram, qui est convaincu que son ami Bob Denard est allé chercher des renforts en Angola. Oui. Et il va lui amener les mercenaires qui vont venir d'Afrique du Sud. Personne ne vient. Dernière minute, il va comprendre que Bob Denard s'est moqué de lui. Bob Denard l'a trahi. Donc c'est ainsi que, n'ayant plus le choix, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1967, Jean Scram va décider de traverser la frontière du Rwanda et d'entrer au Rwanda avec ses hommes. Lorsqu'ils traversent, ils sont combien? Il y avait 129 mercenaires et 2526 diabos qui traversent, qui entrent, qui libèrent donc Bukavu, qui entrent au Rwanda. Lorsqu'ils arrivent au Rwanda, le Rwanda va refuser de les extrader. Le gouvernement de Kinshasa va demander aux Rwandais de les extrader. Le Rwanda va refuser.
Donc, ils vont rester au Rwanda jusqu'au mois d'avril 1968. Là, ils vont quitter le Rwanda pour aller ailleurs. Voilà comment prend fin l'histoire de la guerre de Jean Scram, et je pense aussi la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Voilà, merci bien Maître Thomas Lwaka. Il y a l'un de nos téléspectateurs, colonel Kipulu Aloualou, qui m'a chargé, il a fait un texto au regard du numéro affiché au bas de l'écran, qui a dit, mais pourquoi M. Thomas Lwaka ne parle pas de moi? Je lui ai dit, non, patientez, quand nous allons parler de la guerre de l'AFDL, peut-être c'est là qu'on parlera de vous, parce que lui n'était pas apparu à côté de Mouzé, Laurent Désiré Kabila autour des années 60, 65 et par la suite. On l'a vu seulement comme porte-parole de l'AFDL en 90, 96, 97. En fait, on va d'une manière chronologique. Chronologique et progressive. Aujourd'hui, on s'arrête, on a vu la guerre de Jean Scram, c'est 1967. 67. On va aller progressivement. Les acteurs, d'autres acteurs vont apparaître au fur et à mesure. Voilà. Peut-être aussi dire un petit mot. Nous avons reçu aussi le message du général Malumalu, qui nous a dit que l'épisode passé, nous avions dit que lorsque Mobutu revient dans l'armée, il est nommé lieutenant-colonel, comme chef d'état-major. En réalité, il était nommé colonel. C'est une erreur que j'ai faite, donc je reconnais. Merci. Mobutu est revenu et Lumumba l'a nommé colonel et non pas lieutenant-colonel. Merci beaucoup à ces téléspectateurs, à ce général pour sa contribution. Merci aussi à vous tous qui contribuez, bien entendu, à l'enrichissement de cette émission par vos observations et vos remarques. Pour ce jour, nous n'avons qu'à vous dire très sincèrement merci. Merci. Conservez jalousement le canal de la télévision nationale congolaise pour votre magazine Je connais le Congo. Maître, je vous remercie pour ce soir. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Indépendance, tcha tcha,